La neige ne quittait pas Berlin. Autrefois, les hivers de la ville étaient maussades trempés de pluie, parsemés de grésil qui s'accrochaient aux pare-brise et aux câbles du tramway avant de se dissoudre aux premières lueurs du jour. Mais depuis l'été 2046, après que la dernière salve d'ogives tactique eut balayé la plaine polonaise, le Couranger lui-même semblait avoir basculé sur son axe de tristesse, le froid s'installait désormais en août et ne s'adoucissait qu'en mai. Une neige fine et incolore filtrait à travers chaque corniche fissurée, recouvrait chaque balcon de Prenzlauer Berg, s'infiltrait dans les entrées qui avaient autrefois fait la publicité de cafés et de disquaires. Un étrange silence régnait dans les avenues, un silence qui engloutissait le souvenir des rires, jusqu'à ce que les seules brèches dans le silence soient le bourdonnement guttural des blindés diesel et le crépitement sec des haut-parleurs répétant les décrets d'occupation avec un accent allemand. Sous la surface gelée, Berlin respirait encore. Une pompe de sang tenace, un cœur presque agonisant. Dans le labyrinthe sous Alexanderplatz, là où les tunnels de métro abandonnés rejoignaient les couloirs de service des théâtres désertés, un unique micro-radio brillait comme une braise. Le micro était en bronze ébréché, accessoire d'une pièce oubliée, son câble soudé à un émetteur récupéré dont les tubes à vide avaient été sortis clandestinement d'un musée d'avant-guerre. Devant ce micro était assise Anja Fischer, autrefois vedette des classiques modernes de la Showbobune, aujourd'hui âgée de 40 ans et aussi dévastée que la ville qu'elle refusait de quitter. Lorsqu'elle parlait, sa gorge était rauque de poussière, mais ses voyelles portaient encore la cadence des monologues de Tchekhov qui avaient fait salle comble 15 ans plus tôt. La voix comptait plus que les mots, disaient les auditeurs. C'était la voix du souvenir, la preuve que Berlin ne s'était pas encore étouffé sous les cendres de sa propre histoire. Elle commençait chaque émission de minuit de la même manière, même les nuits où le générateur protestait et où la neige étouffait l'antenne bien au-dessus de la tribune d'orchestre en ruine. Bonsoir, fantômes et rêveurs. Ici Radio Free Berlin, froide au cadran mais chaleureuse au cœur. Si vous m'entendez, vous êtes vivant. Accrochez-vous à cette petite miséricorde. Le signal avait toujours été timide, ne parcourant qu'une douzaine de kilomètres à travers le dédale de béton, jamais assez fort pour éveiller les convois de radiogoniométrie de l'occupation. Mais 3 nuits auparavant, une nouvelle résistance assemblée à partir des veines de cuivre d'un feu de circulation brisé libéra plus de puissance que ne l'avait anticipé le minuscule téléphone d'Anya. L'onde porteuse dépassa le Ringbahn, franchit les postes de contrôle soviétiques de Wannsee, par-dessus le fleuve, traversa les faubourgs occupés de Potsdam. La 4e nuit, une voix grésilla. C'était celle d'une enfant cachée dans une librairie souterraine du Kurfürstendamm, qui chuchotait l'arrestation de son père et la fièvre de son petit frère. Anya répondit par des berceuses qu'elle se rappelait vaguement de sa grand-mère, puis promit des antibiotiques qu'elle ne possédait pas encore. L'appel a été lancé aux volontaires pour braver les patrouilles, et à l'aube, 2 inconnus avaient accepté de se rencontrer sous la East Side Gallery, où la glace de la rivière gémissait suffisamment fort pour masquer les bruits de pas. C'est cette expansion d'espoir, non garantie et improvisée, qui a finalement déclenché les algorithmes du bureau d'écoute des occupants, une tour de verre transplantée du commandement de la cyberdéfense de Moscou au cœur du Reichstag. À l'intérieur, des techniciens ont passé au crible des téraoctets de conversations interceptées, à la recherche de fréquences dont la modulation ne correspondait pas au spectre officiel. La plupart des pirates étaient des adolescents négligés qui voulaient faire exploser de la techno hors la loi, ils étaient arrêtés en quelques heures, embarqués dans des fourgons de police et condamnés au silence. Mais la voix provenant des sous-sols du théâtre était différente. Elle se faufilait dans un dédale de fréquences mortes, se faufilant avec une élégance qui suggérait un entraînement militaire. Lorsque les techniciens l'ont comparé à leur base de données, ils n'ont trouvé aucune correspondance, seulement un étrange résidu d'acoustique de théâtre et le faible écho des applaudissements. L'analyste principal, le major Svetlana Korolyova, a écouté 2 fois et a senti quelque chose se serrer derrière ses côtes. On aurait dit qu'elle était chez elle. Elle ouvrit ensuite un nouveau fichier et le nomma Éther froid. Comment le monde avait-il pu s'ouvrir suffisamment pour un tel drame? Le point d'appui de l'histoire avait basculé des années plus tôt, par un après-midi mois de juillet 2022, lorsque des colonnes de véhicules blindés sillonnaient les champs de tournesols ukrainiens. La guerre s'intensifiait, les atrocités s'accumulant comme des intérêts, jusqu'à ce que les marchés de l'énergie vacillent et que les rayons des supermarchés murmurent la famine. Au moment où les Nations Unies se réunissaient pour des négociations d'urgence, le ciel de Kiev scintillait sous la chaleur des salves de roquettes. Pourtant, les défenseurs refusaient de céder. Leur président, Volodymyr Zelensky, apparaissait chaque soir en treillis vert olive, sui generis dans son refus d'abandonner la capitale. De l'autre côté de l'Atlantique, l'Amérique s'inquiétait et collectait des fonds. 2 cycles électoraux plus tard,
le pays choisissait la nostalgie plutôt que la nuance. Donald Trump réintégra la Maison-Blanche en janvier 2025, entouré d'un nouveau vice-président, J.D. Vance, et d'un secrétaire d'État ambitieux, Marco Rubio. Dans son discours d'investiture, le mot « paix » était lié à la force, mais le sous-entendu était clair, les frontières d'abord, les bilans ensuite, les alliances négociables. À l'été, Washington annonça une « réinitialisation stratégique » en Europe de l'Est. L'aide militaire à l'Ukraine fut gelée, un plan de cessez-le-feu, négocié à Genève, faisait miroiter la reconstruction des oléoducs et la reprise des livraisons de blé. Vladimir Poutine accepta la pause avec le sourire de celui à qui l'on accordait une dernière chance. Le calme revint suffisamment longtemps pour que les diplomates puissent célébrer leur propre intelligence. Ce qui suivit ne fut pas une guerre, mais une érosion. Chaque année, une nouvelle sanction était levée, un autre traité s'effritait. L'Union européenne, appâtée par le gaz sibérien bon marché et hantée par le plafond de sa dette, laissa ses budgets de défense s'amenuiser. Lorsque le premier missile hypersonique traversa la Vistule en 2039, ses batteries d'interception étaient déjà cannibalisées pour laisser place à du silicium de réserve. Les nations s'écroulèrent successivement, la Lituanie en 9 jours, la Pologne en 40, l'Allemagne en moins d'1 an après la chute de Dresde. Paris capitula sous un rideau de brouillage électromagnétique, ses monuments se détachant sur un ciel gris tandis que des bataillons de chars stationnaient le long de la Seine. Une triade d'armes nucléaires de faible puissance rasa des étendues inhabitées des Ardennes et des prairies rhénanes, des avertissements plutôt que des massacres, mais suffisants pour pétrifier les dernières poches de résistance. Les États-Unis condamnèrent chaque bombardement par des communiqués de presse stériles, puis se tournèrent vers les sommets commerciaux du Pacifique. Il était plus facile de débattre des tarifs douaniers que de se saigner pour des inconnus. La chute de Berlin fut étrangement civile. La Bundeswehr, en garnison, négocia un retrait ordonné, abandonnant derrière elle des dépôts d'armes légères que les occupants qualifièrent aussitôt d'aide humanitaire. Les postes de contrôle se multiplièrent, les couvre-feux se durcirent, les conservateurs scellèrent leurs archives. Dans l'ombre des boulevards, un marché noir d'histoire fleurit. Les gens avaient plus soif de récits que de pain, ils voulaient savoir pourquoi le continent avait été abandonné, comment leur vote et leurs impôts avaient engendré une telle ruine. Les occupants ne proposèrent que des slogans. Alors, les affamés tendirent l'oreille aux ondes, à la recherche d'une voix qui osât s'exprimer sans autorisation. Le théâtre d'Anya était la Volksbühne, vestige des étoiles rouges et des manifestes d'avant-garde. Ses sièges marrons étaient désormais vides, recouverts de poussière de plâtre suite aux tirs d'artillerie qui avaient arraché la moitié de la façade. Dans les sous-sols, elle et son équipe fantôme, un ingénieur du son nommé Otis, un graffeur nommé Len et 2 sœurs adolescentes qui récupéraient des batteries de vélos électriques abandonnés ou entretenaient l'émetteur à coups de salive, de soudure et d'une foi improbable. À l'aube, ils dépouillaient leur espace de travail, tirant les câbles dans des hangars et masquant l'antenne d'une bâche peinte imitant des tuiles brisées. Des projecteurs balayaient le quartier chaque nuit, mais ne s'attardaient que rarement, les occupants évitaient les théâtres, comme si les fantômes de la satire rôdaient encore dans les allées. C'est après son 6e monologue de minuit que l'on frappa à la porte coupe-feu des coulisses. 3 coups secs furent frappés à la porte coupe-feu. Len se faufila dans l'obscurité, un cutter caché dans la main, et entr'ouvrit la porte en grand. Dehors se tenait un homme mince en blouse de contrôleur, le souffle rauque dans l'air glacial. Il se présenta comme étant Erkeler, un ancien opérateur de la Deutsche Bahn qui coordonnait désormais les trains de réfugiés se faufilant vers la péninsule danoise. Il portait un transistor réglé sur la fréquence d'Anya et une carte criblée de cercles rouges. Ces cercles, expliqua-t-il, marquaient des répéteurs orphelins ou des tours de radiodiffusion rouillés, abandonnés lorsque les réseaux cellulaires s'éteignirent. Avec une échelle et 30 mètres de câble coaxial, il pourrait relayer le signal d'Anya de Berlin jusqu'à Lübeck, et peut-être plus loin. Cette pensée fit siffler Otis entre ses dents. Plus de couverture, plus de cœurs battant à l'unisson. Cela signifiait aussi plus de risques. Ils discutèrent sous les ampoules tamisées de la Seine. Anya écoutait, les bras croisés, pesant la peur et le devoir. Elle se souvint de l'enfant sur le Kurfürstendamm, du tremblement dans sa voix lorsqu'elle remercia la radio pour une berceuse. Finalement, Anya leva la main. Si une histoire traverse une frontière, dit-elle, on ne peut l'enterrer. Qu'ils poursuivent les échos. Ainsi le pacte fut scellé. Erkeler disparut dans la nuit, escorté par Len, 2 ombres tirant une bobine de câble sur un traîneau fabriqué à partir d'un plateau de cafétéria retourné. Cette même nuit, à 28 km au sud-ouest, le major Korolyova convoqua une réunion d'urgence. La voix, informa-t-elle son supérieur, s'était multipliée.
des interceptions en provenance de Potsdam, Leipzig et Magdebourg confirmèrent une réception simultanée. Cela les enhardira, avertit Korolyova. Mieux vaut couper la langue avant qu'elle ne se fasse un drapeau. Les ordres furent rapides, la force opérationnelle Zarya, un détachement d'élite de repérage des signaux, se mobiliserait dès l'aube et quadrillerait la ville cadran par cadran. Leur équipement pouvait trianguler un signal de 5 kHz en quelques minutes. Leur règle permanente autorisait l'usage de la force létale. Anya n'entendit jamais tourner les rouages de ses décisions, et pourtant, ce soir-là, alors qu'elle répétait sa prochaine émission, une froide prémonition la parcourut. Elle ne réécrivit pas le script. Au lieu de cela, elle se pencha plus près du micro, laissant son souffle embuer la grille anodisée, et enregistra un message qui ressemblait plus à une confession qu'à un compte-rendu. Elle parla de la peur non pas comme une faiblesse, mais comme un indicateur indiquant l'essentiel. Elle parla des os de la ville qui refusaient de s'effondrer, des enfants traçant des constellations à travers les fissures des fenêtres condamnées, des amoureux apprenant le morse à la lueur des bougies pour pouvoir écrire « Je te manque » à travers les rues où l'on pouvait les entendre. Sa voix se mua en un timbre plus ancien qu'elle, un timbre qui rappelait les abris anti-aériens, les cabarets et la lente reconstruction après les ruines. Lorsqu'elle raccrocha, elle garda l'onde porteuse ouverte un battement de cœur supplémentaire, comme si elle attendait une réponse tout aussi claire de la part de quelqu'un, quelque part. Dans le bureau d'écoute, le major Korolyova ferma les yeux. Un souvenir lui échappa, sa mère fredonnant une berceuse dans une cuisine Khrouchtchevka éclairée par une ampoule défaillante. L'espace d'un instant, l'analyste souhaita pouvoir changer de camp, se tenir sous les projecteurs et lire la ville à travers elle-même. Ce sentiment passa. Elle composa un code d'autorisation. La task force Zarya se mit en route. Et au-dessus du théâtre, la neige recommença à tomber, douce comme l'oubli, enveloppant le toit d'une couverture si silencieuse qu'elle semblait effacer la notion même de poursuite. L'aube, voilée de givre après la confession d'Anya, se brisa tel un miroir fissuré, découpant l'horizon en pâles fragments de mauve et d'acier. Berlin s'agita sous son armure de glace, mais rien ne semblait ordinaire, dans la pénombre, chaque sirène semblait plus proche, chaque pas suspect et délibéré. Le sous-sol de la Volksbühne, autrefois sanctuaire de plaisanteries chuchotées et de fumée de soudure, vibrait désormais d'un courant d'urgence brutale. Otis s'accroupit près du générateur, suscitant des étincelles hésitantes d'une magnéto bricolée, tandis que Len scrutait l'escalier avec des jumelles dépourvues d'un éilleton. Les sœurs Inga et Martha transportèrent des caisses de batteries de rechange en amont du fleuve, à travers une tranchée de plateaux effondrés, leurs bonnets de laine brillant comme des coquelicots de contrebande dans la pénombre. Anya, elle, n'avait dormi qu'une heure, recroquevillée sur un amas de costumes miteux qui empestait encore les projecteurs. Elle se leva lorsque Keller revint au lever du soleil, les bottes couvertes de givre, les cheveux hérissés par le vent. Il étala sa carte sur un miroir de courtoisie fêlé, la lumière du soleil glissant sur la vitre comme des projecteurs sur une eau noire. 2 répéteurs en ligne, murmura-t-il en tapotant des cercles près d'Oranienburg et de Ludwigsfeld. Couverture jusqu'au Havelland. D'ici ce soir, nous pouvons atteindre Rostock. La nouvelle aurait dû avoir un goût de triomphe, mais un instinct plus vieux que l'entraînement, plus vieux même que la peur convainquit Anya que l'expansion avait pris le pas sur la prudence. Elle ramena une mèche de cheveux derrière une oreille et se pencha sur la carte. « Il nous faut un dispositif de sécurité », murmura-t-elle. « S'il trace une tour, il ne faut pas que tout le réseau s'effondre. » Keller hocha la tête et sortit un faisceau de cavalier en cuivre, aussi délicat que des cordes de violon. « Saut de fréquence, dit-il. Toutes les 7 minutes. Un vieux truc de la résistance, tiré des filets des Balkans. Mais cela signifie que quelqu'un doit être sur le pont pour contrôler le cristal de synchronisation. » Len s'était porté volontaire. Il avait 18 ans, un artiste peintre de ponts abandonnés du S-Bahn, les articulations marquées par les grilles hivernales. Il pédalerait sur un vélo de coursier rouillé à travers un réseau de canaux gelés, réglant chaque répéteur à la main. Les sœurs le suivraient, transportant des piles au lithium neuves récupérées sur des scooters hors d'usage. Otis resterait sous le théâtre, soignant l'émetteur principal comme un médecin soignant un cœur défaillant. 6 pâtés de maison à l'ouest, dans ce qui était autrefois un loft de coworking pour startups technologiques, la Task Force Zarya déployait sa propre cartographie de conquête. Le major Svetlana Korolyova se tenait devant le tableau d'opération numérique, le visage masqué par la lueur bleue des cartes vectorielles. 3 balayages de triangulation avaient déjà réduit le signal parasite à un secteur d'1 km² entre Rosa-Luxemburg-Platz et Torstrasse. Ce secteur abritait des immeubles d'appartements, un cinéma d'art et d'essais fermé,
une ancienne microbrasserie désormais réquisitionnée pour la rénovation de véhicules blindés et, entourée de rouge, la Volksbühne. Ces opérateurs privilégiaient la solution rapide, prendre d'assaut le théâtre à la tombée de la nuit, couper l'antenne, exhiber les coupables en direct pour rappeler que la dissidence était une impasse. Mais Korolyova se méfiait des solutions rapides, non par clémence, mais par calcul. La voie qu'elle poursuivait était devenue mythique en moins d'une semaine. Si l'arrestation semblait chaotique, si le sang coulait sous les objectifs des caméras, le martyr pouvait se propager plus vite que n'importe quel virus. Mieux valait capturer la présentatrice silencieusement, l'emmener dans un bunker insonorisé et remplacer sa fréquence par une fausse émission incitant à la soumission. Un blanc-manche de propagande déguisé en douceur. Ainsi commença la chasse silencieuse. Les unités Zarya, vêtues d'uniformes ferroviaires allemands reconvertis, leurs armes de poing gainées sous des parkas matelassés, erraient dans des cafés qui ne servaient plus de café, vantant paresseusement les mérites de contrôle d'infrastructures de routine. Au point de passage, elles déchargeaient des modules de capteurs ou des trépieds pas plus haut qu'un enfant qui recherchait les harmoniques RF comme des chiens dans une haie. Chaque module envoyait des impulsions de localisation au tableau des opérations dans le grenier, chaque impulsion rapprochait le coin rouge de la cible. Korolyova observait le resserrement progressif avec la patience d'un bijoutier remontant un ressort. En fin d'après-midi, la neige s'épaissit jusqu'à devenir presque blanche, atténuant même le grondement des camions diesel. Anya se servit du mauvais temps comme d'un complice. Elle et Otis émergèrent du toit, vêtus de noir de machinistes, guidant une échelle jusqu'au toit. La glace recouvrait chaque barreau, les gants d'Otis crissaient contre l'aluminium tandis qu'il grimpait. Au sommet, Anya s'agenouilla près de l'antenne recouverte d'une bâche et enfila une nouvelle tresse coaxiale dans son œillet rouillé. Le vent lui fouettait les joues, les flocons la piquaient comme du verre pilé. Pourtant, lorsqu'elle jeta un coup d'œil vers l'est, elle aperçut la silhouette de la Fern Séturme, une lance grise perçant le ciel de la cataracte, et elle se sentit incroyablement grande. De retour sous terre, tandis qu'ils ôtaient leurs manteaux trempés, un gars fit irruption, essoufflé. Des fourgons de patrouille avaient bouclé la Mollstrasse, moteur au ralenti. Les opérateurs déchargeaient des modules de capteurs, leurs coques en plastique d'un blanc crayeux contrastant avec les congères. Martha, les suivant depuis le balcon d'une auberge en ruine, compta 6 appareils triangulants dans une syncope inquiétante. Le réseau se refermait. Anya ordonna un passage immédiat au programme d'urgence, l'émetteur principal serait réduit pendant 3 heures, laissant les répéteurs assurer seuls la diffusion. Pendant cette pause, Otis redirigerait le signal principal via une fibre optique inactive, autrefois réservée à l'éclairage des fêtes de la ville, faisant rebondir le signal 3 km plus au sud avant qu'il ne soit diffusé. Si Zarya se concentrait sur la porteuse initiale, il ne trouverait que des parasites et l'odeur humide du vieux bois. Le plan prévoyait du matériel stocké dans un entrepôt Uol près de Côte-Bucétor. Keller s'est porté volontaire pour aller le chercher, prétextant que ses faux papiers ferroviaires lui permettraient de franchir les points de contrôle. Il est parti au crépuscule, laine aux commandes. La nuit tomba brutalement, un blackout sans étoiles. Les lampadaires berlinois avaient été vidés de leurs filaments des années auparavant, seuls subsistaient les projecteurs d'occupation, scrutant les avenues de leurs faisceaux chirurgicaux. Keller et Laine longeaient une piste cyclable autrefois rose fluo, ce n'était plus qu'un fossé de neige fondue. Près de Moritzplatz, un véhicule blindé de transport de troupes s'engagea au carrefour. Le cœur de Laine battait si fort qu'il craignait qu'il ne résonne sur les façades. Pourtant, la tourelle ne pivotait jamais, les soldats semblaient rivés sur leurs coordonnées internes, lisant des fragments de données sur des viseurs tête haute. Ils atteignirent le dépôt sans incident, forcèrent le loquet rouillé et en sortirent une mallette de répéteurs de fibre optique. Le trajet du retour, en revanche, se déroula rapidement. Une barricade neuve depuis le coucher du soleil enjambait la Prinzenstraße sur toute sa largeur, 2 bus de police nez à nez, leurs projecteurs ratissant la neige. C'était un poste de contrôle déguisé en travaux de voirie. Keller freina brusquement, la moto dérapa. Il murmura à Laine de rouler tranquillement, de présenter ses papiers d'identité et de faire court. Laine déglutit, hocha la tête et pédala. Le garde les héla avec un accent allemand. Keller sortit une carte Deutsche Bahn. Le garde étudia l'hologramme avec une méfiance ennuyée, puis demanda pourquoi un inspecteur ferroviaire avait besoin d'une mallette Pélican marquée « audiovisuel ». La réponse de Keller eut une absurdité sur des dysfonctionnements du système de sonorisation des quais sortis trop vite. Le regard du garde s'éclaira. Il fit signe à un technicien à proximité, équipé d'un scanner RF. L'appareil balaya le Pélican et hurla. Laine réagit le premier.
Il décrocha de sa ceinture une fusée éclairante destinée aux réparations d'antennes d'urgence, fit sauter le capuchon et la lança sous le bus militaire le plus proche. Du phosphore rouge cramoisi jaillit, teintant la neige de teintes apocalyptiques. Les soldats, surpris, se baissèrent, l'un d'eux tira par réflexe dans la lueur de la fusée, la lumière de sa bouche vacillant comme celle d'un paparazzi. Keller propulsa la moto en avant, frappa un garde par-dessus l'épaule et sauta par-dessus un tas de sacs de sable. Len le suivit, son étui pélican en bandoulière, les balles claquant comme des grêlons. Ils empruntèrent une allée semée de glaçons, franchirent des poubelles et se glissèrent sous une clôture grillagée affaissée. Les cris du poste de contrôle s'estompèrent au loin, mais le scanner RF avait bel et bien enregistré les émissions du Pélican. Leur anonymat était réduit en cendres. Quelques minutes plus tard, la nouvelle de l'escarmouche parvint à la Volksbühne par téléphone prépayé. Anya écoutait, les yeux fermés, Keller haletant, détaillant les détails. À la fin de l'appel, elle s'adressa à la salle, « Nous sommes exposés. Si nous nous dispersons, ils gagnent par soustraction. Si nous restons, nous risquons de perdre le signal à jamais. » Des suggestions? Le silence, rompu seulement par la toux arthritique du générateur. Puis Martha, d'habitude réticente, prit la parole, exécutée. Ils la fixèrent du regard. Elle rougit, mais continua, la scène principale du théâtre, bien qu'à moitié effondrée, comportait encore des passerelles intactes et un ancien système de projecteurs relié à un boîtier à fusible auxiliaire. Et s'ils organisaient une répétition générale fantôme aux projecteurs allumés, musique s'échappant de haut-parleurs cassés attirant l'attention de Zarya comme des papillons de nuit sur un feu de joie? Pendant ce temps, la véritable diffusion pourrait se déplacer dans une cave à glace sous le dépôt de tramway de Friedrichstrasse, à une centaine de mètres de là, où Otis avait autrefois caché des tubes de secours. Les théâtres, disait Martha, étaient conçus pour détourner le regard. Laissons les occupants prendre d'assaut la scène pendant que la vérité se glissait par la trappe. Le sourire d'Anya s'éleva, esquissé et éclatant. Elle avait passé 2 décennies à vivre dans des métaphores, maintenant, elle allait en faire une arme. Les préparatifs s'activèrent. Un gars récupéra des ampoules de projecteurs. Otis dessina un câble dans une canalisation d'égout désaffectée. Len et Keller, boitant à cause de leurs genoux écorchés, installèrent les répéteurs de fibre optique, configurant le programme de saut pour masquer toute variation d'amplitude soudaine. La neige étouffait leurs pas, mais la tension vibrait dans chaque syllabe murmurée. Peu avant minuit, tandis que le vent lançait des jurons sur le toit, Anya se tenait de nouveau au micro, cette fois dans la cave à glace. La chambre en béton sentait la saumure et le moisi, le givre formait un halo autour du filament de tungstène d'une unique lampe de travail. Elle ajusta le gain, inspira et lança le prologue le plus audacieux de sa vie. Elle parlait non pas en survivante, mais en témoin signant une déclaration sous serment pour la postérité. Elle racontait le jour où le dernier journal gratuit de Berlin fermait ses portes, l'écho creux des presses s'éteignant en plein numéro. Elle décrivait des retraités qui arrachaient l'isolation de bureaux condamnés pour réparer des vitres brisées, des étudiants qui préparaient de la soupe avec de la mousse de cimetière, des ingénieurs qui transformaient des batteries de tramway en stimulateurs cardiaques improvisés pour enfants diabétiques. Ces mots tournaient autour du chagrin, mais refusaient de s'y noyer, ils battaient comme des ailes d'oie en migration fatigués, déterminés, mathématiques dans leur persistance. Elle concluait par un défi, si vous gardez un poste de contrôle ce soir, si vous pilotez un drone au-dessus de ces toits, rappelez-vous, les ordres ne sont pas des serments. Et une fréquence n'est pas un crime. Accordez votre cœur, pas votre casque. Elle coupa le micro. De l'autre côté de la ville, le réseau de répéteurs capta ces syllabes, les assembla en une tapisserie de tension, et la projeta sur la moitié de Mecklembourg. La Task Force Zarya reçut également la transmission. Les capteurs s'allumèrent en rouge sur le tableau des opérations, confirmant un groupe de triangulation près de Friedrichstrasse. Korolyova fronça les sourcils, la localisation différait de plusieurs centaines de mètres des données précédentes. Marge d'erreur possible, ou relais délibéré? Elle dépêcha une escouade de 8 hommes en aval, puis ordonna à une deuxième unité d'avancer sur le théâtre malgré tout. La redondance surmontait les énigmes. L'escouade approchant de la Volksbühne trouva la façade illuminée par des arcs lumineux, des silhouettes flottant sur des rideaux de velours déchirés. De l'intérieur parvenaient des crescendos orchestraux à la 5e de Mahler, ou une copie pirate hurlant à un niveau de décibels frisant le blasphème. Le lieutenant aboya pour demander des brouilleurs de secours, certain qu'il s'agissait du centre de diffusion. Ils forcèrent la porte latérale, leurs lunettes anti-nuisances allumées.
des machines à fumer crachèrent un brouillard de glycérine, des stroboscopes convulsèrent, créant un zootrope de mannequins réfugiés câblés pour se balancer sur des câbles. Dans la frénésie, les soldats lancèrent des grenades lacrymogènes, mais constatèrent que les accessoires de scène étaient insensibles. Sous leurs bottes, les véritables coupables rampèrent dans une tranchée de drainage, tirant l'émetteur principal sur un traîneau de siège d'auditorium. Les sœurs guidèrent le chargement, Otis stabilisa les tubes à vide de ses mains gantées. Anya ferma la marche, murmurant le rythme de son propre pouls pour apaiser la panique. Ils débouchèrent sur une voie de métro désaffectée, les rails verglacés. Là, Keller attendait avec un chariot d'inspection des voies reconverties, alimenté par des rotors de patins volants récupérés. Ils hissèrent l'émetteur à bord, attachèrent des sangles et enclenchèrent le moteur. Le chariot glissa dans l'obscurité, des étincelles vacillant sous ses patins comme la queue d'une comète blessée. À l'aube, la Task Force Zarya occupait un théâtre qui ne chantait que des gémissements de Larsen. Ses antennes n'étaient que des leurres, soudées au vide. Pendant ce temps, de Lübeck à Hanovre, les radios crépitaient au son du rappel d'Anya, un enregistrement d'enfants récitant des fragments de poésie interdite, entrecoupés par le bruit parasite des vents du Nord. Le son était fragile, amateur et imparable. Au tableau des opérations, Korolyova jeta des tasses de café froid à la poubelle. Son algorithme avait sous-estimé comment une performance pouvait se faire passer pour une infrastructure, comment une scène pouvait engloutir un bataillon. Elle recalibra, redirigea les drones captifs et autorisa des coupures de communication plus larges. Pourtant, alors même qu'elle tapait, elle goûta un frisson qu'elle n'osait nommer, celui de rivaliser d'intelligence avec un adversaire qui traitait les mots comme de l'artillerie. Anya, recroquevillée dans l'espace exigu du dépôt de tramway, sentait le vent tourner. La victoire n'était pas encore acquise, chaque improvisation ne faisait que gagner une heure de répit. Pourtant, elle s'autorisa un soupir de triomphe avant de s'endormir. Car, durant cette heure, des milliers de personnes avaient entendu des témoignages sans filtre, et les témoignages, une fois entendus, se multiplient comme l'eau de fonte sous la glace printanière, déchirant même les coquilles gelées les plus épaisses. La ville rêvait ce matin-là, et dans son rêve, une fréquence unique parcourait chaque appartement, chaque bunker et chaque point de contrôle, fredonnant le mantra fragile « Si vous pouvez m'entendre, vous êtes vivant ». Le dégel de Berlin, lorsqu'il arriva enfin, fut violent. La glace qui avait scellé les portes pendant des mois se fendit en un seul lever de soleil, brisant les tuiles du toit et déversant l'eau grise de la fonte dans les gouttières qui toussaient comme des soufflets brisés. Pour la première fois depuis son déménagement clandestin dans la glacière du dépôt de tramway, Anya put soulever une trappe et voir la lumière du jour sans risquer d'être aveuglée par la neige. Ce qu'elle vit fut à la fois miraculeux et terrifiant, des piétons à nouveau, leurs manteaux déboutonnés, le visage levé comme s'ils retrouvaient le goût de la lumière et, se faufilant entre eux, des occupants en uniforme plus léger, leurs capteurs suspendus à des cordons comme des jouets d'enfants. Le printemps avait révélé toutes les cachettes, il révélerait la sienne aussi. Le chariot émetteur, autrefois bien calé contre un mur de panneaux de contrôle rouillés, bourdonnait d'un ton plus aigu dans l'air plus chaud. Otis craignait que les filaments ne s'écartent des spécifications, il passait des matinées à recalibrer, les mains tremblantes, tandis que Keller cartographiait de nouveaux relais au nord, vers la côte baltique. Non loin de Rostock, avait-il murmuré, un terminal de ferry abandonné conservait intact son mât de diffusion d'urgence. S'il parvenait à l'atteindre, le signal franchirait la mer, apportant la vérité au Danemark, à la Suède, et peut-être même à l'Écosse. Ils baptisèrent cette idée, projet Alouette, du nom d'un oiseau dont le chant s'élevait plus haut que ses ailes ne le permettaient. Le projet Lark nécessitait des pièces détachées, des batteries lithium excédentaires, des triodes neuves, une bobine de câble coaxial à faible perte du diamètre d'un pouce de marin. Len insista pour voler une palette dans les chantiers de réparation ferroviaire près de Spandau, où les batteries des locomotives étaient démontées chaque semaine. Sa boiterie due à la poursuite au poste de contrôle était presque guérie, disait-il, et les équipes de locomotives fouillaient rarement les enfants portant des sweats à capuche éclaboussés de peinture. Anya consentit, malgré un nœud au ventre. Elle s'était habituée au sourire du garçon qui vacillait au détour des rues, aux disputes fraternelles qui les suivaient, lui et un gars, comme un humour de sitcom. Perdre l'un d'eux maintenant la viderait plus sûrement que les tirs d'obus. 3 jours plus tard, Len n'était toujours pas revenu. Le major Svetlana Korolyova observait le garçon à travers la vitre sans teint d'une salle d'interrogatoire 4 niveaux sous l'annexe du Reichstag. Il était assis au bord de la table, la mâchoire serrée avec le courage obstiné d'un renard des rues. Son sweat à capuche dégoulinait de boue, quelqu'un avait trop serré les menottes à son genou blessé, et le sang imbibait la gaze en un motif étoilé. Pourtant, ses yeux, immenses derrière des lunettes ébréchées,
et exprimait une férocité qui déstabilisa l'interrogateur chevronné chargé de le briser. Le nom du garçon, rapporta l'interrogateur, était Leonard Fischer. Ce nom de famille était presque certainement faux, un Berlinois sur 2 semblait avoir adopté Fischer depuis le début de l'occupation. La mallette Pélican qu'il transportait contenait des bobines de câbles coaxiaux et des cristaux de fréquence identiques à ceux récupérés lors du stratagème de la Volksbühne. Sous sédation légère, il avait murmuré une seule supplication, ne les laissez pas faire taire la voix. Il refusait tout le reste, même l'eau. Korolyova congédia l'interrogateur et entra seule dans la pièce. Elle était assise sans sa veste de grade, les paumes ouvertes sur la table. « Nous sommes tous les 2 mathématiciens, dit-elle au garçon dans un allemand rythmé. Toi, tu mesures le courage en battements par minute. Moi, je mesure le risque en points de données par seconde. Échangeons nos chiffres. » Lenne secoua la tête, mais la curiosité vacilla. Elle poursuivit, avouant avoir elle-même construit des antennes pirates lors d'une autre guerre, d'une autre décennie. Elle parla de décibels, d'ondes stationnaires rebondissant dans les ruelles, de la façon dont un murmure humain devenait monstrueux lorsqu'il se superposait au bourdonnement d'une porteuse. Les épaules de Lenne se détendirent légèrement. C'est alors qu'elle proposa le marché, révéler le calendrier des sauts de fréquence, sauver les sœurs d'un ratissage inévitable, et elle assurerait sa propre expulsion plutôt qu'un jugement sommaire. Un train pour Minsk frôlait une tombe anonyme sous la Friedrichstrasse. Lenne cracha, une tache de sang noircissant le plaquage de la table. La musique s'éteint quand les lâches dirigent, dit-il d'une voix rauque. Korolyova expira, sentant quelque chose se détendre en elle. La défiance du garçon répondait à une question qu'elle redoutait de se poser. D'un bref hochement de tête, elle partit, griffonnant un ordre de transfert qui l'envoyait non pas à un tribunal, mais à une infirmerie de campagne ou une semaine de séjour pour risque de septicémie. Le temps, espérait-elle, de voir émerger des alternatives. À la surface, elle convoqua un conseil de crise. L'émetteur était devenu mobile, les balayages continuaient de trianguler les échos qui disparaissaient tels des magiciens de rue dès que les drones se rapprochaient. Le commandement d'occupation exigeait une escalade, coupure de radiofréquences tournantes, raid de porte à porte, couvre-feu si strict que le pouls de la ville s'arrêterait. Korolyova plaida pour un vecteur plus subtil. Écraser les fleurs et les graines se disperseront, avertit-elle. Mieux valait attirer le jardinier vers le soleil. Ses supérieurs ont passé outre à sa décision à midi. À 16 h, une proclamation a retenti dans tous les haut-parleurs réquisitionnés, amnistie pour les diffuseurs illégaux qui se rendraient dans les 48 heures, punition collective pour ceux qui les hébergeaient. En termes du XXIe siècle, punition collective signifiait une réduction drastique des quotas d'électricité, une réduction de moitié des rations de pain et la relocalisation des facteurs de sécurité vers l'Est. Ce texte était un choc pour tous. Dans la glacière du dépôt de tramway, Martha comptait les secondes entre chaque phrase, les larmes aux yeux. Keller marmonnait des jurons en 3 langues. Otis voulait faire ses bagages et filer. Anya écouta jusqu'à la coupure du signal, puis roula des épaules comme un boxeur évaluant un adversaire plus imposant. 48 heures, dit-elle. C'est le temps qu'ils nous ont donné. Profitons de chaque minute. Le projet L'Arc devint le modèle du désespoir. Les sœurs conduiraient une ambulance réquisitionnée arborant encore des croix rouges décolorées que les occupants arrêtaient rarement vers le nord, sur les voies nocturnes de l'autoroute, en direction de Rostock, le cœur de l'émetteur calé entre des bouteilles d'oxygène. Keller serait aux commandes, falsifiant des bordereaux médicaux pour une épidémie de typhus qui n'existait que sur des parchemins. Otis resterait à Berlin, s'occupant d'un leur diffusé à travers un labyrinthe de répéteurs de métro. Anya accompagnerait les sœurs, non pas comme chef, mais comme cargaison, la voix elle-même. Capturée, la rébellion perdrait son courage d'un seul souffle, mais sans la voix, le projet L'Arc n'avait aucun but. Elle acceptait le paradoxe comme les acteurs acceptent le trac, un carburant déguisé en terreur. Ils partirent 1 heure avant le couvre-feu, les phares éteints, le moteur toussant à travers les nids de poules comme un fumeur se raclant la gorge. Entre des remparts de véhicules abandonnés et des stations-service éventrées, ils s'enfoncèrent dans la nuit. Un jour, près de Furstenberg, le projecteur d'un drone fendit le brouillard, mais Keller écrasa l'accélérateur comme pour accélérer une hémorragie artérielle, le drone vira de bord, indifférent aux médecins en urgence. Derrière eux, Berlin traversait son plus long crépuscule. Les appartements s'éteignaient un à un, les boulangeries fermaient leurs portes, les tramways grésillaient et s'éteignaient. Pourtant, les radios à piles grésillaient encore, Otis avait tissé une boucle des émissions précédentes d'Anya,
les associant à des extraits de journaux télévisés de Paris et de Varsovie occupés. Les horodatage de la boucle étaient brouillés, laissant croire aux algorithmes que le signal avançait et reculait de plusieurs heures. Les opérateurs traquaient des fantômes dans 4 villes, tandis que le véritable porte-parole filait vers la Baltique. Korolyova avait anticipé le leur. Elle s'était demandé « Où pourrais-je bien me cacher ?» Le réseau de tramway était sa principale hypothèse depuis le coup de théâtre, ces conduits labyrinthiques parfaits pour des boucles terrestres. Mais lorsque les unités ont scellé chaque sous-station de Jeusin-Brunnen à Neukölln, elles n'ont trouvé que des cartes postales kitsch, des boîtes de soupe au pois à moitié mangées et une seule note manuscrite collée sur un disjoncteur. La vérité est conductrice, la peur est électrique. Le capitaine de terrain a transmis la citation par radio, déconcerté. Elle a ri, le surprenant. Pourtant, les données révélaient une histoire plus sombre. Des radioamateurs au nord de la ville signalèrent un pic sur la même famille de fréquences qu'elle recherchait. Le Lupus avait quitté la tanière. Elle superposa les matrices d'accès routier, calcula les itinéraires probables évitant les points de contrôle et dépêcha une équipe de drones légers le long du corridor A19. Avec des optiques thermiques réglées au minimum, même la chaleur d'échappement d'une ambulance diesel flamboierait comme une comète en vision nocturne. Elle n'a pas dit au commandement pourquoi ses yeux la piquaient lorsqu'elle composait les codes de lancement. Rostock sentait le sel et l'huile moteur, un port fantôme où les mouettes tournoyaient au-dessus de cales sèches remplies de corvettes à moitié finies. Le terminal des ferries se dressait tel une cathédrale sans coque, des halls d'amarrage nervurés, des guichets couverts de moisissures, des panneaux de départ indiquant des itinéraires pour Copenhague qui n'existaient plus. Une horloge brisée au-dessus de la porte 4 affichait 19h42, peut-être l'heure à laquelle le dernier navire civil s'était échappé avant que les missiles ne ferment la ceinture. Ils garèrent l'ambulance près d'une rampe de chargement incrustée de bernacles et se précipitèrent à l'intérieur. Les sœurs posèrent le câble avec une chorégraphie de danseuses de ballet, déroulée, serrée, fixée, testée. Keller grimpa à l'échelle du mât, le vent fouettant son manteau, et boulonna le dipôle à une traverse rouillée. 90 mètres plus bas, Anya contemplait la mer. Quelque part dans cette obscurité, certains croyaient encore que l'Europe restait une idée digne d'être exprimée à voix haute. Elle respira l'eau salée, goûtant au possible. La voix d'Otis grésillait dans l'ordinateur de poche, l'heure maintenue, les opérations de surveillance s'intensifiant, 2 drones se dirigeant vers le nord. Keller jura, dans combien de temps? La réponse se perdit dans les parasites, les conditions météorologiques le long de la côte semaient le chaos dans la troposphère, mais le message était clair, les secondes comptaient désormais plus que les minutes. Ils terminèrent l'épissure du câble. Les sœurs mirent l'appareil sous tension. Les voltmètres vacillèrent, se stabilisèrent. Keller déclencha un sifflet de porte-avions, il s'éleva jusqu'au mât, filant à l'horizon. Anya lança le premier fichier, une mosaïque de témoignages recueillis pendant des mois, tissés en un seul oratorio. Des agriculteurs près de Cracovie décrivant un sol brûlé, un physicien toulousain expliquant comment les cartes de dérive des retombées radioactives étaient censurées, un soldat anonyme murmurant les coordonnées de fosses communes dans la forêt de Bialowieza. Chaque voix se superposa à la suivante jusqu'à ce que les frontières entre les langues s'estompent et que seul subsiste le timbre humain brut. Elle a poursuivi avec une narration en direct. La gorge lui brûlait après des heures passées dans l'ambulance, mais ces mots étaient justes, nous diffusons non pas pour implorer du secours, mais pour rappeler à l'océan notre existence. Si la liberté nous a oubliés, que la mer porte une carte postale à sa mémoire. À Copenhague, un ingénieur en télécommunications à la retraite réglait une antenne Yagi artisanale, se redressant d'un coup. Sur l'île de Bornholm, des pêcheurs entendaient des syllabes rebondir sur les parois des cabines et se signaient sans savoir pourquoi. Les récepteurs s'allumaient le long du Kattegat comme des têtes d'allumettes dans une tranchée de velours. Les drones sont arrivés avant l'aube. Ils étaient 3, 2 avions de reconnaissance à voilure tournante et un plus lourd à rotor basculant, armés de roquettes micro-guidées. Ils viraient bas, leur rotor déchirant la brume. Le réseau électrique du terminal était dépourvu de radar, l'alarme provenait du cri des mouettes qui se dispersaient. Keller dérapa le long de l'échelle, manquant de se casser la cheville. Martha plaça l'émetteur en mode bouclier à un cercueil de Faraday qui réduisait de moitié la portée, mais pouvait maintenir leurs coordonnées floues pour un autre balayage. Anya aida à tirer le coffre à batterie vers l'ambulance. Les vagues claquaient contre la quille d'un ferry abandonné à côté d'eux, comme pour les inciter à fuir. La première roquette atteignit le mât à mi-hauteur, sectionnant les haubans dans un éclair qui aveugla la vue. Le métal hurla, le mât se courba comme un arc. Des parasites sifflèrent dans chaque écouteur. La seconde roquette s'abattit sur la rampe de chargement,
projetant de la rouille et de l'eau de mer, renversant l'ambulance sur le côté. Keller était à l'intérieur en train de recabler les sangles de mise à la terre, la secousse le projeta à travers le pare-brise, et la neige s'éparpilla autour de sa silhouette inerte. Anya courut vers lui, ses bottes glissant sur le diesel glissant. Du sang jonchait sa tempe, une pupille errait. Elle pressa la gaz, réclamant la trousse de secours de Martha, mais la jeune fille s'était envolée en fumée. Au-dessus, le rotor basculant tournoyait pour tirer la mort sur le cercueil de l'émetteur, désormais exposé sur le quai. Anya réalisa qu'elle pourrait sauver la machine ou l'homme, pas les deux. Elle regarda vers la mer, imaginant le signal déjà plané sur l'eau noire. Puis elle revit les lunettes de laine, embuées par la douleur et pourtant féroce. Elle quitta l'émetteur. Elle hissa Keller sur un chariot de transport cabossé, le traînant dans l'ombre de la coque du ferry. Le projecteur du drone cloua le cercueil et tira une troisième roquette. Lorsque la fumée se dissipa, les entrailles du câble brûlé se consumèrent comme des serpents de mer. Le drone pencha le nez vers le bas, à la recherche de signatures thermiques. Anya retint son souffle, le sang de Keller imprégnant la manche de son manteau. Un coup de fusil retentit sur le toit du terminal. Le drone rua, son gyroscope vrombissant. Un autre coup de feu, puis un autre. Une passerelle de maintenance, 20 mètres plus haut, révéla un gars, silhouette encadrée par les étincelles d'un conduit sectionné. Elle tirait avec le vieux lance-fusée de laine, ses charges troquées contre des balles de tungstène improvisées. À une telle distance et avec un tel calibre, elle ne pouvait percer le blindage, mais elle détourna l'attention optique suffisamment longtemps pour que le drone se trompe d'altitude. Son aile heurta une tour d'éclairage, les rotors rongèrent l'acier, l'appareil roula en cale sèche avec un rugissement de cathédrale effondrée. Silence, rompu seulement par le sifflement du composite en feu. Un gars se laissa glisser le long d'un câble d'amarrage jusqu'à la terre ferme et courut vers Anya. Ses joues étaient striées de suie, des larmes coulaient en filets pâles. Les disques de sauvegarde, Alta TL, je les ai copiés hier soir, tout ce qu'on a enregistré. Ils sont sur moi. Elle tapota la poche avant de sa salopette où un flash gonflait. Les sirènes hurlèrent plus loin à l'intérieur des terres, des colonnes blindées en approche. Les sœurs ne purent transporter Keller bien loin, l'ambulance était en cendres. Mais à l'intérieur du ferry abandonné, un ascenseur de service fonctionnait encore, les conduites hydrauliques, heureusement intactes. Elles transportèrent Keller par la rampe jusqu'au pont-garage, scellant l'écoutille derrière elle avec un chalumeau qu'un gars avait récupéré sur le quai. Une fois refroidi, l'écoutille semblait intacte, vestige d'un voyage annulé 20 ans plus tôt. Ils coupèrent l'alimentation de tous les systèmes visibles, s'enveloppèrent dans des couvertures en millard pour disperser la signature thermique et attendirent. Dehors, les bottes des soldats claquaient, les chiens aboyaient, les ordres hurlaient plus fort. À l'intérieur, battement de cœur après battement, Keller s'accrochait à un pouls aussi fragile que le dernier tube intact. L'aube se leva. Les patrouilles se retirèrent après des balayages thermiques infructueux, aucune impulsion radio ne s'échappa des ruines du terminal. Ils considéraient le raid comme un succès, confiant que la destruction du mât avait mis fin à l'invasion pirate. À Berlin, les attachés de presse de l'occupation rédigèrent des communiqués annonçant la neutralisation des agitateurs soutenus par l'étranger. Des haut-parleurs annoncèrent la reprise des rations de pain et un léger assouplissement du couvre-feu. La ville exhala un souffle las et incrédule. Dans la cale du ferry, Anya osa enfin régler un appareil portatif à son minimum. Des parasites sifflèrent, puis le miracle des miracles où une faible onde porteuse apparut à l'extrémité du cadran. La voix d'Otis murmura, les tempêtes s'estompent. Les histoires, non. Le leur vivait encore, tissant encore des illusions. Plus étonnant encore, une seconde voix répondit des voyelles danoises nettes se mêlant à l'anglais, on vous entend, Berlin. En route vers le nord. Quelque part de l'autre côté de la mer, le projet Alouette avait trouvé des adeptes. Les fichiers sauvegardés par un gars feraient germer la prochaine fleur. Anya appuya sur la touche, décrochée, sa voix à peine haletante, Berlin copie. Le jardin pousse. Elle imagina Len dans un lit de service, défiant les interrogateurs par son silence, elle imagina Koroliova dans sa tour de verre, réalisant que la tête du signal avait survécu à la décapitation. Elle imagina une carte de l'Europe piquée de nouvelles lumières, telles des bourgeons de crocus perçant le gel. Si la guerre était une arithmétique de la force, elle répondrait par une géométrie d'écho. Keller remua, suffisamment lucide pour lui serrer la main. Dehors, les mouettes revenaient, hurlant de triomphe face à la marée matinale. Ils se cachèrent 11 jours à l'intérieur du ferry abandonné Jutlandia, écoutant la Baltique ronger ses plaques rouillées.
Le pont-garage devint une salle commune, un dortoir, une cabine de radio et, les nuits les plus sombres, une chapelle du doute. Les vapeurs de diesel de l'ambulance en ruine s'infiltraient par les joints des cloisons, Keller somnolait, la tête posée sur les genoux d'Anya, tandis qu'un gars comptait les ampoules de morphine avec la précision d'un médecin. Martha rebranchait un arsenal de couvertures solaires et récupérait des supercondensateurs pour recharger lentement les appareils portatifs. Dehors, des patrouilles de recherche ratissaient les quais à intervalles irréguliers, leurs bottes claquant sur les passerelles, leurs canons frappant les écoutilles. À chaque fois, les sœurs éteignaient la moindre étincelle de chaleur, et les fugitifs retenaient leur souffle jusqu'à ce que les pas s'éloignent comme des vagues. À l'aube du 12e jour, une tempête s'abattit du Skagerrak, projetant des lames blanches d'écume sur les quais. Les patrouilleurs d'occupation se retirèrent vers des eaux plus profondes, même les drones s'échouèrent sous les coups de vent qui frappèrent leurs rotors de côté. Anya y vit un signe. Keller, la fièvre tombée mais toujours faible, insista pour qu'il ne gaspille pas la fenêtre. Si le projet Alouette devait dépasser les cendres du mât, les dossiers qu'un gars avait introduits clandestinement et la voix d'Anya devait parvenir à des alliés capables de les protéger. Toutes les routes vers le sud étaient un réseau de points de contrôle, alors ils regardèrent vers le nord à travers 20 km de mer tachetée de glace, jusqu'à l'île danoise de Falster, où un opérateur radio amateur nommé Rasmus avait répondu à leurs appels brouillés. Il prétendait commander un ferry clandestin, rien de plus qu'une barge aux portes soudées et au moteur à réveiller les saints, mais il promettait un passage et un studio sûr. Le son voyage plus loin sur l'eau, avait-il dit. Donnez-moi une bonne voyelle et je la balance en Islande. Pour conjuguer promesse et réalité, il fallait un navire. Les docks offraient des choix aussi amers que des fruits gâtés, un remorqueur vidé de son électronique, un patrouilleur de police au bloc d'allumage soudé, une rangée de yachts de plaisance dont les coques en fibre de verre s'étaient fissurées et avaient absorbé la marée des années auparavant. Martha trouva le salut dans une cale sèche au bord du port, un quatre-pilote de 60 pieds, coque en acier, sans mât, moteur intact sous des bâches de toile tachées par les oiseaux. Son nom s'était écaillé sous la peinture, seules les lettres d'immatriculation, MZ13, avaient survécu. Il résisterait à une forte houle s'il parvenait à extraire le diesel des réservoirs depuis longtemps à sec et à dresser un mât pour le câble d'antenne de secours. Tandis que la neige fondue secouait les toits ondulés du chantier naval, il travaillait. Un gars récupérait du carburant dans des camions frigorifiques abandonnés, siphonnant du kérosène dans des jerrycans. Martha raccordait du câble coaxial par des hublots, fabriquant un long câble improvisé qui faisait une boucle entre le bastingage arrière et les taquets de proue. Anya était assise avec Keller dans la cuisine du cotre, enregistrant de nouveaux segments, des rapports introduits clandestinement de Berlin par Otis, des témoignages envoyés par courriel par des étudiants pragois qui avaient ressuscité leur propre tour de communication. Elle entremêlait les clips avec sa narration, sa voix rauque sous l'effet de l'air salin mais ferme, un radar alto guidant les navires dans le brouillard. Entre les prises, Keller guidait sa respiration, rappelant à ses poumons comment rythmer une phrase marathon. Un jour, il murmura « Ton pouls est le métronome de la révolte » et s'endormit en souriant. Au crépuscule, la fureur de la tempête s'était transformée en une houle couleur de bleu. Ils firent descendre le cotre à l'aide d'un treuil manuel de location, l'eau remontant la quille centimètre par centimètre. Martha stimula le moteur, il toussa, vibra, puis trouva son rythme. Les faisceaux des projecteurs rayèrent le plafond nuageux à l'intérieur des terres, les patrouilles étaient encore occupées à bulldozer les décombres du mât détruit, ignorant que leur proie avait des nageoires. Ils larguèrent les amarres à marée haute, sans feu de navigation, guidés seulement par un vieux GPS portable que Keller tenait en équilibre sur ses genoux. Les vagues claquaient sur les tôles de la coque comme des maillets de timbales. Un gars prit la barre, car elle seule pouvait lire les balises du chenal à moitié submergé par l'écume. Anya s'appuya sur le toit de la niche, les cheveux lui fouettant les joues. Elle n'avait jamais commandé quoi que ce soit de plus grand qu'un ensemble de théâtre, mais tandis que le port s'éloignait et que l'immensité noire les engloutissait, elle sentit un héritage plus ancien que la peur s'enfoncer en elle, un nœud nautique de détermination porté par tout exilé ayant osé naviguer sous des cieux hostiles. À mi-traversée, le vent tourna vers le nord, projetant les embruns latéralement. La discipline radio imposait le silence, mais des parasites résonnèrent dans le haut-parleur du cotre, les turbulences ionosphériques grattant les fantômes du morse. Puis, sous le sifflement, un motif apparut, 3 impulsions lentes, 2 rapides, 3 lentes. SOS. Anya répondit avec sa propre séquence, tremblante. Une voix masculine s'éleva des voyelles nordiques fines déformées par les trajets multiples, cotre MZ13, maintenez le cap 265. Stroboscope bleu à bâbord dans 2 minutes. Ils observèrent l'obscurité jusqu'à ce qu'une pointe de saphir scintille et plonge derrière la houle.
3 minutes plus tard, la coque du cotre frôla le flanc d'une péniche basse, rouillée par le sel, dont le pont était encombré de caisses sentant le poisson séché et le diesel. Des ombres allaient des amarres, des planches craquaient, une passerelle s'abaissait. Rasmus s'avéra plus jeune qu'Anya ne l'avait imaginé, 23 ans, queue de cheval, sweat à capuche arborant le logo délavé d'un groupe punk. Il les accueillit avec un large sourire et des chopes de chicorée brûlantes. « Bienvenue au vilain petit canard », lança-t-il en tapotant la rambarde de la péniche. Sous sa légèreté, une certaine nervosité palpitait, il savait qu'un seul battement de satellite pouvait les envoyer tous sous les grenades sous-marines. Il conduisit Keller à une minuscule infirmerie dans la cabine avant, puis conduisit les sœurs vers une baie d'équipements illuminés de LED. Des racks de radio marine réutilisés, des grappes de Raspberry Pi et des enregistreurs à bobines occupaient les cloisons. Le tout était recouvert d'épais matelassés pour amortir les ondes radio. « Nous émettons au niveau de la mer, dit-il, mais le mât, c'est la stratosphère. » Avec une touche théâtrale, il actionna un relais et un ballon d'hélium de la taille d'une camionnette gonflée sur le pont, tirant un dipôle métallique vers le ciel jusqu'à ce qu'il disparaisse dans l'obscurité à 2 km au-dessus. À Berlin, Otis entendit le retour de la voix d'Anya en temps réel 36 secondes plus tard. Il faillit tomber de son tabouret, un rire claquant dans l'air humide du sous-sol. Il connecta sa connexion à tous les répéteurs du tunnel encore actifs, puis appela l'infirmerie de l'Aisne ou une sonnerie, puis deux, puis la ligne coupée, mais il savait que le garçon avait senti la vibration dans sa poche, le code pour un oiseau chanteur indemne. Le major Korolyova apprit l'existence de la diffusion maritime lorsqu'une station relais de Göteborg, récemment saisie par les marines d'occupation, signala une rafale anormale sur la bande contestée. Les analystes produisirent des arcs de radiogoniométrie pointant vers la mer, un navire d'immatriculation inconnu chantait la révolution quelque part, hors de portée de l'artillerie côtière. Le commandement exigeait de toute façon les coordonnées de l'artillerie. Korolyova prônait la prudence, un tir manqué au-dessus des eaux libres, et les neutres scandinaves pourraient protester, voire intervenir. La fureur grondait sur le canal sécurisé, contenir ou être remplacé. Pour la première fois depuis qu'elle avait endossé son insigne de service, elle hésita. La voix qui hantait son sommeil n'était plus une infection locale, elle était aérienne. Le bombardé revenait désormais à brûler des bibliothèques pour faire taire une seule phrase. Elle élabora un plan d'urgence, autorisait la diffusion, mais inondait le spectre environnant d'annonces humanitaires en allemand, présentant les occupants comme des protecteurs transportant des médicaments divers vers les hôpitaux danois. Déformer le récit avant que le récit ne le fasse. Ses supérieurs acceptèrent, la propagande était moins coûteuse que les munitions. Ce soir-là, tandis qu'Anya lisait les lettres des réfugiés de Falster qui avaient fait le voyage à vélo jusqu'au rivage juste pour entendre un inconnu prouver que l'Europe rêvait encore, Korolyova écoutait elle aussi, sirotant son thé refroidi. Entre deux lettres, la présentatrice citait Hannah Arendt, le révolutionnaire le plus radical deviendra conservateur au lendemain de la Révolution. Cette phrase fit l'effet d'une pierre dans la poitrine du major. Était-elle déjà conservatrice, intendante d'un empire scellant sa propre tombe? Elle coupa le micro, mais le silence répéta la question. Les plages de Falster se remplissaient de pèlerins cuisiniers de Nickbing, dockers de Vordingborg, étudiants trimballant des batteries et des radios de campagne encombrantes. Ils dressaient des camps de tentes le long des dunes, partageant des fréquences griffonnées sur des pancartes en carton. Chaque nuit, la barge de Rasmus mouillait au large, le ballon antenne s'élevait, et le signal d'Anya peignait des aurores boréales sur le cadran. Elle transformait l'émission en une agora sans frontières, des pêcheurs de la Baltique téléphonaient pour donner des informations météorologiques, des médecins polonais décrivaient des couloirs clandestins de vaccination, un collectif de hackers finlandais téléchargeait des manuels de terrain décryptés et en lisait des extraits en direct. Martha mixait le flux comme une DJ de défi, entremêlant des boucles de violoncelle samplées d'un vieux disque de Sibelius sous des témoignages pour que les auditeurs puissent respirer entre deux chagrins. Le régime d'occupation répliqua avec des brouilleurs au détour portables flottant sur des bouées, crachant des rideaux de bruit rose. Rasmus riposta en installant une nuée de répéteurs embarqués sur des cerfs-volants qui dérivaient au gré du vent, chacun alimenté par l'énergie solaire, chacun reprenant le signal principal sur une porteuse légèrement désaccordée. La mer devint une fosse d'orchestre aux accents rebelles. Pour faire taire un cerf-volant, les occupants devaient tous les capturer au filet et les filets se déchiraient sous les coups de vent. Les provisions, cependant, diminuaient. Du diesel pour la barge, des antibiotiques pour la blessure à la tête de Keller, des vivres frais pour les sœurs qui avaient trop longtemps survécu grâce aux haricots en conserve. Les autorités danoises sympathisaient discrètement, mais n'osaient pas rompre ouvertement leur neutralité. L'aide devait rester informelle, des colis transportés de nuit par des pêcheurs locaux risquaient d'être saisis.
Un soir, un bateau n'arrivait pas, le lendemain matin, sa coque s'échouait sur le rivage, criblée d'impacts de balles de la taille d'un poing. Le message était clair. Nous ne pouvons pas rester statiques, conclut un gars. Le mouvement est une armure. Rasmus proposa un changement de cap audacieux, naviguer vers l'ouest le long de la tranchée de Gedser, puis bifurquer vers le sud à travers le Fehmarnbelt et se glisser dans le canal de Kiel, une voie navigable bordée de suffisamment de ponts et de villes pour semer la poursuite. À l'embouchure du canal, des dockers bienveillants proposèrent un entrepôt équipé pour la liaison satellite, une chance de renvoyer la transmission directement en orbite, sans brouillage. Mais le voyage se déroulait parallèlement à plusieurs garnisons navales, si les occupants prévoyaient leur itinéraire, l'interception était assurée. Ils débattirent jusqu'au petit matin, des cartes bleues étalées sur la table du mess de la péniche. Keller, calé sur des coussins, affirmait que l'ombre du risque planait d'autant plus qu'il s'attardait. Un gars traçait les courants du bout d'un doigt calleux. Anya observa leur visage et sentit quelque chose s'éveiller, un metteur en scène percevant les signaux de fin d'acte. « Nous naviguons, dit-elle. Mais pas tous. » Un nouveau plan se déploya, bouleversant toutes les attentes. La barge partirait comme prévu, ballon rangé pour ressembler à un cargo classique. Pendant ce temps, le Kotre MZ-13, réparé, décollerait une heure plus tard sur un cap diverge, diffusant un signal leur à pleine puissance, le monologue préenregistré d'Anya, en boucle avec des fichiers auxiliaires. Les occupants poursuivraient la voie familière vers le sud, en pleine mer. La vraie barge, camouflée sous des filets en mosaïque de bâche, longerait les criques danoises, silencieuses jusqu'à l'intérieur du canal, où une transmission en rafale annoncerait la survie. Pour vendre la supercherie, le Kotreleur avait besoin d'un équipage convaincant et, surtout, de la voix à bord. « Je dirigerai le leur », proposa Anya. Des protestations éclatèrent. Keller affaibli, les sœurs atterrées. Mais elle leur parla, « J'ai toujours été l'appât. J'ai choisi le théâtre, maintenant, c'est le théâtre qui me choisit. Si ma capture vous offre assez d'horizon pour devancer l'ombre, ne gâchez pas l'aube. » Son sourire était fragile mais inébranlable. De toute façon, ils ne tueront pas la voix. Ils l'exhiberont. Keller comprit, la propagande valorisait les trophées. Rasmus insista pour la rejoindre 2 voix, plus difficile à museler. Finalement, ils élaborèrent un compromis, Anya et Rasmus sur le Kotre, Keller, Inga et Martha sur la barge avec les disques d'archives. Ils s'étreignirent silencieusement sous les étoiles hivernales, leurs larmes s'encroutant de sel, qu'ils prirent pour des embruns. Ils décollèrent au crépuscule civil. Le Kotre hissa une toile de fortune autour de poteaux en aluminium, le moteur ronronnant bruyamment comme une fanfare, « Qu'ils entendent nos battements de cœur », plaisanta Rasmus, bien que ses jointures blanchissent au volant. Anya déclencha l'émetteur, lui fournissant la boucle enregistrée, agrémentée d'interjections en direct, afin que l'IA de surveillance enregistre la variabilité vocale. En moins de 30 minutes, les brouilleurs pivotèrent, les drones virèrent, une corvette largua l'ancre à Warneminde, s'approfondant les vagues à sa poursuite. Les impulsions radars fleurirent autour du Kotre tel des lucioles furieuses. À bord de la barge camouflée, Keller observait les points migrés sur une tablette AIS de contrebande. Lorsque la corvette franchit le seuil des 5 km, il exhala, l'hameçon était mis. Ils virèrent vers l'ouest, moteur étouffé, longeant des hauts fonds si peu profonds que les navires à faible tirant d'eau n'osaient pas les suivre. Sur le Kotre, la poursuite devint viscérale. Un drone à voilure tournante filait au-dessus de nos têtes, sa nacelle de caméra pivotant. Rasmus appuya sur l'accélérateur jusqu'à ce que les pistons sonnent prêts à se détacher. Anya resta au micro, narrant la mer comme si elle récitait une lettre d'amour, les moutons se dressent comme des créneaux, les mouettes virevoltent comme des projecteurs, et quelque part derrière cet horizon bat un second cœur. Elle espérait que les sœurs entendaient, qu'elles ressentaient du courage plutôt qu'un au revoir. 30 minutes plus tard, un coup de semonce retentit, l'obus explosant à 50 mètres du port, arrosant le pont d'eau salée. Rasmus réduisit les gaz, posture de reddition. Embarcation de patrouille fermée, fusil à l'horizontale. Les officiers montèrent à bord, casque laqué au sel. Anya leva les mains, la voix douce comme un murmure, « Je ne rends que les ondes, jamais la marée. » Ils lui lièrent les poignets avec des liens en plastique, mais un officier, les sourcils froncés, ordonna une manipulation prudente. Après tout, c'était elle la cible. Les moteurs du Kotre étaient coupés, les câbles de remorquage étaient arrimés à la corvette. Alors que le monolithe d'acier les tirait vers le sud, Anya attira le regard de Rasmus. Il lui fit un clin d'œil.
Cachée sous une plaque de pont se trouvait une dernière éventualité, une charge à retardement fixée au réservoir du cotre, réglée sur 2 heures suffisamment longtemps pour éloigner la corvette de la barge, mais suffisamment courte pour empêcher les ravisseurs de modifier son équipement. Elle pria pour que l'explosion ne détruise que la coque vide et l'ego, pas la chair. Tout au nord, la péniche entrait dans le canal de Kiel sous la pluie de minuit, les grues se dressant telles des gardiens squelettiques. Des dockers fidèles à la clandestinité les guidaient devant un poste de contrôle abandonné, traçant des lignes sous des lampes à sodium. À l'intérieur d'un entrepôt recouvert de bâches, ils installèrent le réseau satellite, une parabole motorisée autrefois utilisée pour la télévision sur IP des yachts de luxe, aujourd'hui hostie pour les écritures rebelles. Martha démarra l'ordinateur de liaison montante, les voyants IP clignotèrent en vert. Keller, toujours bandé, régla les niveaux de gain. Un gars ouvrit le dernier fichier .wave, le flux en direct d'Anya s'était tu, ils comblèrent le vide avec le grondement des vagues et une phrase préenregistrée par l'actrice quelques heures plus tôt, « Si ma voix s'éteint, emprunte-la ». Dans un modeste appartement d'Édimbourg, un ingénieur retraité de la BBC a murmuré « Il était temps » et a redirigé le signal vers une sous-chaîne DAB inactive. À Reykjavik, une station publique a fait de même. Au lever du soleil, des routiers norvégiens ont tapoté leur tableau de bord tandis qu'une inconnue leur rappelait que les frontières étaient des lignes apprises aux enfants, et non des lois de la physique. Le cotre explosa au large de la côte, près du Zedom, à 300 mètres à l'arrière de la corvette. Des pétales d'orange et de fer déchirèrent la nuit, des ondes de pression firent vibrer les hublots. La proie s'était immolée. Les officiers étaient furieux, mais le prisonnier était déjà à des kilomètres de là, transféré vers un site secret côtier avant l'explosion. Là, dans une pièce en béton, le major Korolyova retira les liens d'Anya et servit 2 tasses de thé en porcelaine. « Je pourrais prétendre que vous êtes battu, dit Korolyova, mais chaque brouilleur déployé engendre 10 récepteurs supplémentaires. Expliquez-moi. » Sa voix exprimait l'épuisement, pas la malice. Anya but une gorgée. Le thé avait un goût de fumée. « La vérité est une espèce migratrice, répondit-elle. Coupe une aile, l'autre apprend à naviguer sur des courants différents. Un silence pesant s'installa. Finalement, Korolyova parla, presque pour elle-même, « Je croyais autrefois que les données influençaient les résultats. Puis j'ai vu les données mentir. Vos émissions effraient le commandement car elles démasquent des nombres avec des noms. » Elle fit glisser une photo sur la table, Len, en blouse d'hôpital, genoux guéris, assis sous surveillance mais lisant un livre. Celui-ci refuse de parler, sauf pour les démonstrations mathématiques. Il veut que vous sachiez que est interminable, donc l'espoir doit l'être. Anya rit, un rire mi-vent mi-haut. Il cite Georg Cantor lors d'un interrogatoire. Ce garçon est inarrêtable. Les épaules de Korolyova s'affaissèrent, la défaite peut ressembler à du soulagement. Elle sortit une clé USB vierge. Enregistrer un message demandant aux combattants de déposer les armes. En échange, je vous obtiendrai votre liberté. Elle attendit, sachant que le refus était certain, attendant une confirmation. Anya regarda le rectangle en plastique, puis le major. « Tu sous-estimes le théâtre, dit-elle doucement. C'est le rôle qui choisit sa fin. » Korolyova ferma les yeux. Lorsqu'elle les rouvrit, quelque chose de brillant avait brûlé. Elle se dirigea vers la porte et s'adressa aux gardes, interrogatoire terminé, le sujet reste en isolement. Examen médicaux quotidien. Elle marqua une pause et jeta un coup d'œil en arrière. Les voix requièrent du souffle. Veillez à ce que la sienne reste stable. Le garde salua. Une fois seule, Anya expira, sans ressentir ni victoire ni peur. Elle avait troqué l'océan contre la pierre, mais l'écho portait, elle le sentait bourdonner dans ses poumons. Quelque part, des satellites grésillaient, des cerfs-volants voletaient, des ponts vibraient sous l'effet de câbles cachés. La géométrie des échos n'avait plus besoin d'elle, mais elle se souviendrait. 7 semaines plus tard, un convoi de camions civils traversait la frontière entre le Danemark et l'Allemagne, arborant les bannières du Croissant Rouge International. Dans la cabine de tête, un gars réglait un bouton de radio. Un faible signal se mêlait à des parasites, le rire d'une femme connue de millions de personnes, mais que personne ne connaissait. Derrière le convoi, la télévision danoise diffusait des images de manifestations de masse à Copenhague exigeant la libération des détenus politiques par les autorités d'occupation de Berlin. Parmi les pancartes, un slogan apparaissait en 4 langues, « Si vous m'entendez, vous êtes vivant ». Otis, désormais responsable du réseau Balte, diffusait le slogan toutes les heures, le superposant aux appels clandestins des écoles, aux listes de pénuries hospitalières et aux berceuses.
laine, libérée lors d'un échange de prisonniers, Korolyova avait discrètement conçu et codé des algorithmes de compression qui laissaient passer des bibliothèques entières à travers les mailles du filet des kilohertz. Keller enregistra de nouveau sa voix de baryton d'acier, racontant les itinéraires d'approvisionnement qu'il n'avait plus besoin de cacher. Et Anya ? Dans une cellule dont les murs suintaient le sel des vents marins qui s'infiltraient par les conduits de ventilation, elle fermait les yeux chaque nuit et imaginait des ondulations. Elle chantait doucement, répétant les histoires qu'elle raconterait à l'ouverture des portes, comme le font inévitablement les portes sous l'effet du temps et des chants. Les gardes s'arrêtaient dehors, écoutant malgré les ordres, incertains de savoir si la langue était l'allemand, le danois, ou simplement la grammaire de l'endurance. Le monde n'était pas reconstruit, les chars balayaient encore les boulevards, les traités saignaient encore à leur signature. Mais par-delà une douzaine de frontières, des voix sillonnaient les terres, chacune portant un fragment de la mosaïque. Aucune tour de brouillage ne pouvait assombrir chaque fragment, aucune arrestation ne pouvait faire taire le cœur. En mathématiques, Anya avait lu un jour que la résonance se produit lorsqu'un système reçoit de l'énergie à sa fréquence naturelle, les oscillations s'amplifiant jusqu'à la fissuration des structures. Elle souriait dans la pénombre, tapotant le sol en béton comme un chef d'orchestre donnant le tempo. Quelque part au-dessus, des antennes vibraient à la fréquence de l'obstination humaine. Si la fissuration dure assez longtemps, pensa-t-elle, même les empires se fracturent le long de fissures invisibles. Dehors, l'aube rose appuyait contre la fente de la fenêtre. Au loin, un cerf-volant tournoyait vers le ciel, son fil de cuivre scintillant. Un enfant tournait le bouton d'une radio. Un battement de cœur chevauchait l'onde porteuse. Et l'éther froid se réchauffait.